regarde au cœur. Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans pub. À Racaille, la 180, pas la 189 comme c'est sur mon papier, nous sommes le 20 novembre 2012. Le ciel est gris et bleu, c'est l'automne. Pour une émission consacrée à la rue des Génies. On évoquera évidemment Valadon, les escaliers de Montmartre et tous les rapins, enfin une partie des rapins qui vivaient à cette époque-là, justement, en utilisant ces escaliers de Montmartre. Voilà. Tout de suite, pour aussi, je rappelle le petit blabla qui démarre cette émission, concernant l'artiste dans la société, où il n'est que rarement, puisqu'il est la plupart du temps en dehors de celle-ci. L'artiste et l'engagement politique en toc, là aussi on le cherche. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on n'entend pas beaucoup parler. L'artiste et la religion, par contre, là, oui, il y en a encore qui y croient et qui prient dans les églises et les lieux, de prière de la périphérie pour demander au ciel qu'il leur accorde le bénéfice de leur dévotion en les amenant vers une gloire terrestre plutôt que paradisiaque. Voilà, l'artiste et la science, là, bon. Il y a quand même un petit blanc. Et l'artiste et l'autorité, vous savez ce qu'on lui dit à l'autorité? Nous, les artistes, enfin c'est le seul petite chose qui nous reste de dignité. On lui dit merde, voilà. Donc je répète, Piquet-Cou est toujours à la régie. Notre Jean est absent pour l'instant. On espère qu'il va pouvoir arriver en cours d'émission. Et puis Shlomo qui cause dans le micro. Bonjour à tous, alors je vous rappelle le numéro du studio, le 01 43 71 89 40. Bien ordinaire, qui m'est arrivé cet hiver, cette histoire c'est un peu la vôtre, car elle n'arrive pas qu'aux autres. Un jour le grand patron m'a dit, vous passerez me voir à mon bureau, monsieur machin, on vous remercie. Et j'ai jamais retrouvé de boulot, une compression de personnel, fut mon dernier cadeau de Noël. Alors tout s'est accéléré, mon existence a basculé. Depuis j'habite rue de nulle part, comme ça m'est tombé dessus. Certains choisissent d'être clochard, j'ai pas choisi d'être à la rue. Ça s'est passé en moins de 6 mois, avant je vivais comme toi. Maintenant je dors dans un caniveau, avec mes sacs et mon manteau. Les règles du grand capital m'ont tout volé, même le vital. Le nécessaire avant l'envie, ma vie c'est devenu la survie. Ma maison c'est un carton d'emballage, l'habitat. C'est là que je bossais comme un con, avant qu'ils aient plus besoin de moi. J'ai faim marqué sur un panneau, je fais le mendiant dans le métro. Ça fait bizarre je vous assure, puis voir les jambes et leurs chaussures. Et croyez pas que ça m'amuse de devoir faire le petit numéro du messieurs dames, je m'excuse. Une pièce ou un ticket resto. Ça s'est passé en moins de 6 mois. Avant je vivais comme toi. Maintenant je dors dans un caniveau, avec mes sacs et mon manteau. Les grandes vacances toute l'année et les joies du camping forcé, je vous le souhaite pas, mais méfiez-vous. Un jour ça tombera peut-être sur vous. Peut-être qu'un jour ce sera votre tour d'aller crever au pied des tours, l'œil ébloui par la lumière des grands marchands de misère. Les belles multinationales qui font des pauvres, des maudits, des millions de gens qui crèvent la dalle pour la cinglerie du profit. Et quand arrivera l'euro, vous n'en verrez pas la couleur, ce sera les mêmes qu'en auront trop. Messieurs, mesdames, à votre bon cœur. Ça s'est passé en moins de 6 mois. Avant je vivais comme toi. Maintenant je dors dans un caniveau, avec mes sacs et mon manteau. Alors vous vivrez l'aventure que vivent les nouveaux clodos. Car dans la rue la vie est dure, la rue ça fait pas de cadeaux. Assis sur le banc de touche, non, vous n'aurez pas le choix.
On vous mènera de force à la douche, que vous soyez sale ou pas. Pour conserver bonne apparence, vous vous raserez tous les matins. Mais les jours de grande affamance, vous volerez les grands magasins. Un feu rouge pour 10 francs, à des gens tous indifférents. Vous serez vendeur du lampadaire, l'hebdomadaire de la galère. Ça s'est passé en moins de 6 mois. Avant je vivais comme toi. Maintenant je dors dans un caniveau, avec mes sacs et mon manteau. Oui, mais je sais qu'un jour viendra, un jour le vase débordera, les pauvres on se réunira. Voilà ce qui arrivera en ayant marre d'être cocu, tous les exclus de la galette. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, il y a eu un petit blanc là. Quel était le titre? Alors c'était Eric Lutis qui interprétait la Java du caniveau. Oui, la chanson s'est interrompue un peu brutalement. Oui. Bon, je répète, donc, vous êtes sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, toujours aussi tonitruante, un racaille, la 180e, avec Pététo à la régie, notre Jean, qui est retenu dans son atelier de Bagnolet, rue Sadi Carnot. Voilà, il y a un volet roulant qui fonctionne pas, il doit surveiller les rigolos qui sont chargés de cette réparation. Je dis rigolo parce que bon, je vous en passe les meilleurs, j'aurais pas passé pour un mauvais esprit non plus, mais enfin, ça nous prive de nos gens et ça nous les broie un peu. Pour parler tout de suite dans la mini-tube de luminance de Momo la science, vous savez qu'habituellement, mes camarades me laissent la parole, évidemment. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Dans le contexte de cette misère prégnante qui n'a pas évolué depuis que Jean Rictus écrivait les Soliloques du pauvre, justement. Jean Rictus qui fréquentait Montmartre, dont il va être question durant cette émission. On va causer là-dedans de ces choses de l'Église particulièrement. Vous savez que l'Église, qui a maintenant 2000 et quelques années, selon la légende, a été fondée, par devers lui d'ailleurs, par un Gugus qui s'appelait Jésus. Et ce Gugus, un prophète en Palestine, a mené un combat pour l'amour entre les hommes. Voyez ? Et d'ailleurs, il en a crevé, on l'a crucifié sur une croix. C'est les Romains qui ont fait office de bourreau. Mais si vous en avez un peu rien à foutre, ou quoi qu'ils étaient habitués à crucifier les gens, souvenez-vous de Spartacus. Bon, donc Jésus-Christ crucifié, après il y a des oseaux qui en ont fait leur business, ils ont fondé justement l'Église. Et ce Jésus, ce fou, chantant qui prônait le partage des richesses, etc., qui disait « les premiers seront les derniers », qui demandait à ceux qui étaient propriétaires de laisser leurs biens à ceux qui étaient pauvres, etc., etc. C'est là-dessus qu'est fondé ce qu'on appelle l'Église. Eh bien, écoutez, une bien bonne pour ce matin, donc en pleine période bientôt hivernale, où il y a des gens ont été mis à la rue récemment, vous savez, avant la trêve hivernale. D'ailleurs, c'est vraiment une vaste rigolade, cette trêve hivernale. Enfin, ça, c'est encore un rideau de fumée. Donc, tous ces gens qui ont été mis dans la rue. Et il y a à Paris, dans cette bonne ville de Paris, des centaines, vous voyez bien, en tout cas plus d'une centaine d'ensembles immobiliers appartenant à des communautés religieuses. C'est le Canard enchaîné qui le dit. Et ces communautés religieuses, des couvents, des monastères, sont la plupart du temps inoccupés ou pratiquement pas occupés. Voilà. Donc ça ferait des milliers de places pour les sans-abri, pour ce qu'on qualifie de SDF, mais qui sont pas toujours des clodos professionnels, comme on essaye de nous le faire croire, qui sont des gens qui viennent d'être foutus à la rue, justement, avant la trêve hivernale, parce qu'ils pouvaient pas payer leur loyer, des familles, des femmes, des enfants, des vieillards aussi, pourquoi pas. Les gens qui s'occupent de ça, c'est-à-dire le SAMU social, ne sait plus, justement, à quel saint se vouer.
Et les explications que peuvent donner ces bonnes sœurs et ces bons pères et le clergé, c'est que on reçoit quand même quelques religieuses tous les ans qui viennent du monde entier. Oui, il y a 3 pétasses qui se radinent, qui viennent visiter le Gai Paris, ou trois bons pères. Vous voyez ce que je veux dire. On connaît leur espèce d'amour de la vie, pour dire ça simplement. Voilà, alors je cite par exemple Boulevard Murat, les petites sœurs des pauvres, tenez-vous bien, ça frise vraiment la grosse rigolade. Les petites sœurs des pauvres laissent vide ce bel immeuble et son parc de 1 hectare, vous voyez, 1 hectare de terrain, des terrains situés à 2 pas du Parc des Princes. Alors, les petites sœurs des pauvres peuvent y accueillir une partie de la misère du monde, mais pourtant c'est totalement inoccupé. Et les quelques travailleurs immigrés qui campaient toujours dixit le canard sur place ont été priés, voici quelques mois, de reprendre leur baluchon. Voilà. Alors, depuis une dizaine d'années, les sœurs souhaitent vendre leur propriété. Mais leur gourmandise a fait très... Oui, la gourmandise, quand on pense, encore une fois, je vais ramener sur le terrain du grand rouquin, là, qui chassait les marchands du temple à coups de pompe dans le cul, elles, les petites sœurs des pauvres, elles en veulent un tel prix de leur propriété que, voilà, leur gourmandise fait traîner les discussions en longueur. Alors, en 2006, une négociation avait failli aboutir avec le promoteur Cogedim, et la mairie de Paris qui voulait construire sur ce site des HLM. Enfin, encore la mairie de Paris des HLM là-bas, ça sera pas les prolos qui rentrent dedans. Hein. Une maison de retraite, oui, toujours pas pour les prolos, et quelques appartements privés. Là, c'est plus clair, on sait bien que c'est pas pour les prolos. Mais c'était compté sans les paroissiens du quartier, parce que les paroissiens s'y mettent aussi, qui refusent des logements sociaux. Ces bons chrétiens ont réussi à faire capoter le projet en multipliant les recours en justice. Et qui c'est qui est derrière tout ça, je vous le demande? L'industriel Vincent Bolloré, qui réside à 2 pas dans la prestigieuse villa Montmorency, et qui a pris la tête de cette étrange croisade, toujours dixit le canard. Aujourd'hui, il propose aux petites sœurs de reprendre leur propriété, mais en location, pour éviter le dépôt d'un permis de construire, et donc l'obligation de prévoir une tranche de HLM, quitte à y installer quelques bonnes œuvres qui ne feraient pas trop baisser le standing du quartier, ainsi soit-il. Et ça, c'est pas seulement... Là, je vous dis, il y a rue Méchin, par exemple, une trentaine de sœurs de Saint-Joseph de Cluny gambadent dans ce bâtiment de 109 mètres de longueur, flanqué de 4 autres imposantes bâtisses et d'un vaste parc. La même chose, l'archevêque de Paris, André 23, a emboîté le pas aussi aux évêques, aux curés et tout ça. Il a décidé récemment de valoriser le patrimoine du diocèse en louant le plus cher possible ces immeubles de la rue Vaneau dans le 7e ou de la rue Saint-Vincent à Montmartre. Et les miséreux, ils attendront. Alors je vous conseille, chers camarades auditeurs, auditrices, ou auditeurs, de lire Les Soliloques du pauvre de Jean Rictus, à la Librairie Publico, vous pouvez le trouver d'ailleurs, il est à la Librairie Publico, pas peine de commander, il est à la Librairie Publico, et là vous replongerez en plein 19e siècle, début 20e, fin 19e, et vous retrouvez exactement tous les vices de cette société dans laquelle on vit aujourd'hui, où justement, pourquoi on met l'accent ce matin sur les curés? C'est pas pour faire de l'anticléricalisme basique, hein, on n'en est pas là, à Radio Libertaire, on est quand même un peu au-dessus de tout ça. Mais c'est pour vous parce que l'État fait pas beaucoup mieux, hein, la mairie de Paris non plus, mais eux, ils n'ont pas vocation, ils sont pas l'Église catholique dans leur principe de base, si on peut dire ça comme ça, aux catholiques, c'est de partager justement. Ils existent parce qu'il y a un mec qui a voulu tellement tout partager qu'on l'a cloué sur 4 bouts de bois. Alors voilà, ou 2 bouts de bois, je sais pas, mais enfin, ça fait une croix, ça fait 4 bouts de bois. Voilà. Et ces gens-là ont l'air d'avoir complètement oublié le fondement de leur croyance. Ils bafouent ça allègrement, mais les laïcs encore on pourrait comprendre parce que ce qu'on appelle les clercs, mais les prêtres, les nonnes, les évêques, l'archevêque. Et même le pape, parce qu'on sait où il habite pas dans un HLM. Hein. Voilà, tous ces gens-là, c'est un petit peu à gerber, quoi, pour dire les choses franchement. Ils n'ont jamais été dans la rue, ils n'ont pas vu Place de la République, une maman
Et un papa avec un gamin entre deux pour le réchauffer la nuit, ça c'est il y a pas tellement longtemps, hein. Et c'était aussi dans ce canard enchaîné, qui est ce qu'il est, mais qui en tout cas, on peut pas le soupçonner d'être à la solde du capital ou de tous ces gens-là, puisque lui, il fonctionne sans publicité, d'ailleurs comme notre monde libertaire, dont je vous parlerai à la fin de cette émission, et qui paraît toutes les semaines. Donc je vais repasser la parole à notre Pichou, puisque notre Jean est toujours pas arrivé, retenu par des rigolos dans son atelier rue Sadi-Carnot à Bagnolet. Voilà, on va faire la suite du baratin. Moi, je vais juste ajouter, comme tu parlais des soliloques du pauvre de Jean Rictus, que la semaine prochaine, Jean et toi, vous n'êtes pas là, que je serai toute seule et que je fais une rediffusion de l'émission sur Stenlen et que justement, tu lis tout un passage des soliloques du pauvre là sur les masons, donc c'est l'occasion de le réécouter. Bon, super. Donc je prends la parole donc à la place de Jean, donc pour un billet qui s'appelle « Mets de l'huile de palme ». Dans ton moteur. Nutella, c'est délicieux. Mais pourquoi y a-t-il de l'huile de palme ? La pâte à tartiner préférée des mouflets se défend dans la presse après s'être retrouvée au cœur de l'actualité ces dernières semaines avec le dépôt d'un amendement proposant de quadrupler la taxe sur cette huile végétale. Alors que le texte a été rebaptisé taxe Nutella, l'entreprise italienne Ferrero s'offre une double page de publicité dans plusieurs quotidiens français pour défendre son produit. C'est l'huile de palme qui garantit l'onctuosité et la stabilité de la recette. Nous l'utilisons parce qu'elle permet d'obtenir la consistance souhaitée et la stabilité de la recette, explique Ferrero. Contrairement aux idées reçues et à certaines communications opportunistes, dans le cadre d'une alimentation équilibrée, l'huile de palme n'est pas dangereuse pour la santé. Ose même poursuivre la société, ajoutant qu'une tartine de Nutella contient moins de matières grasses saturées que la plupart des goûters. Ben voyons. Proposé par le sénateur socialiste Yves Daudigny, le texte cible une contribution additionnelle de 300 € par tonne à la taxe spéciale prévue sur les huiles de palme, de palmiste et de cobra, destinées à l'alimentation humaine en état ou après incorporation dans tous les produits. L'huile de palme fait partie de la catégorie des acides gras saturés qui contribuent au développement de l'obésité et des maladies cardiovasculaires. Mais elle a aussi été attaquée sur le volet de sa production, jugée nocive pour l'environnement. Nutella repousse cet argument en répétant son objectif d'atteindre 100% d'huile de palme durable ségrégée, c'est-à-dire séparée des huiles issues d'autres filières d'ici 2015, et contribue à mettre en place des systèmes de traçabilité certifiés en maintenant son soutien à l'objectif zéro déforestation. Adopté par le Sénat, l'amendement sur l'huile de palme doit encore passer l'épreuve de l'Assemblée nationale, qui aura le dernier mot. Les députés ont en effet adopté le 30 octobre le projet de loi de financement de la Sécu pour 2013, avant que le Sénat décide d'introduire cet amendement. Allez, on vous tient au courant. Merci Piquet-Cou. Est-ce que tu poursuis avec ton billet ? Oui, je poursuis avec mon billet. D'accord. Voilà. Ouais, donc moi, j'étais passée, je vous ai parlé d'un autre pain possible, d'une autre vie possible dans ce petit village de Faux-la-Montagne. Et maintenant, je vous dis qu'une autre banque est aussi possible. Après la finance en toc de Goldman Sachs, voici la finance éthique de la Nef. Enfin, presque, nous verrons pourquoi. Pour essayer de donner du sens à son épargne, de soutenir la création et le développement d'activités professionnelles et associatives à des fins d'utilité sociale et environnementale, allons voir du côté de la Nef. La Nef, c'est la nouvelle économie fraternelle, une banque qui fait dans l'économie réelle. La Nef, qu'est-ce que c'est ? C'est une société financière ayant le statut de coopérative de finance solidaire, composée de 31 000 sociétaires, particuliers, associations ou entreprises, dont le nombre de ces sociétaires est en constante augmentation, environ 300 par mois. Qui dit statut coopératif dit un homme, une voix lors des votes en assemblée générale, quelles que soient les parts de capital détenues. Des parts qui ne sont pas réévaluées chaque année, par conséquent non spéculatives. Depuis sa création en 1988, elle exerce une double activité de collecte d'épargne et d'octroi de crédit dans le cadre d'un agrément de la Banque de France. Un documentaire diffusé par France 2 la semaine dernière nous fait découvrir un petit peu son fonctionnement. Dans le bureau des chargés de crédit, en tenue vestimentaire décontractée,
des salariés venus par choix éthique. Certains ont en effet quitté un emploi dans des banques classiques par refus de cautionner la politique bancaire assassine et l'enfumage des clients. Donc tous ces salariés examinent les dossiers de demande de financement. 239 prêts ont été octroyés pour l'année 2011. Puis, c'est la visite in situ aux demandeurs de fonds. Une longue discussion avec un architecte reconverti en apiculteur à la crise de la quarantaine, un vendeur de pizza bio, un paysan boulanger qui sollicite des fonds pour la construction d'un nouveau four à pain, un café du peuple dans un petit village des Hautes-Alpes, un ingénieur informatique mis au chômage qui veut racheter l'auberge du village pour maintenir une dynamique rurale, ou encore un maraîcher bio. Puis après les visites, c'est la décision d'octroi ou non des prêts par le directoire. Alors je disais presque éthique au début de ce billet, car la Nef n'a pas encore le statut d'établissement bancaire. Elle est pour l'instant encore adossée au Crédit Coopératif, qui lui-même fait partie du groupe des caisses d'épargne Banque Populaire, qui est supervisé par Natixis. Donc une partie des fonds est gérée par ce groupe, et là, évidemment, la transparence s'opacifie. Donc la Nef sera la première banque éthique française dès lors qu'elle aura obtenu un élargissement de son agrément pour devenir une banque de plein exercice, ce qui est très largement plébiscité par l'Assemblée générale des sociétaires, d'autant qu'elle a tous les ratios de liquidité et de solvabilité exigés par la Banque de France. Voilà, donc s'il y en a parmi vous qui ont un peu d'argent à faire vivre d'une manière un peu cohérente. Voilà, et si on veut aller un petit peu plus loin, on peut revoir ce documentaire donc sur le site de France 2. Donc c'est la série des documentaires infrarouges. Pour le titre du documentaire, c'est La banque qui veut prêter plus. Il y a une émission de Ruth Stegassi aussi sur France Culture qui s'appelle Terre à Terre, où on peut réécouter donc sur les banques solidaires et la crise. Et un autre documentaire qui s'appelle Moi, la finance et le développement durable de Jocelyne Lemaire, donc une ménagère de 50 ans ayant récupéré son temps de cerveau disponible, interroge la finance. Oui, c'est magnifique. Enfin, c'est une utopie qui se réalise d'ailleurs. Vous voyez que c'est pas les utopies aussi parfois, c'est pas seulement du domaine du fantasme, mais ça peut vivre. C'était Gilbert Bécaud qui interprétait Si j'avais des sous. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, toujours sans Dieu, sans maître, sans publicité, la plus rebelle des radios. J'oserais pas dire l'émission la plus rebelle, j'ai des camarades qui font des émissions très très rebelles aussi, mais enfin bon. Sur, voilà, c'est à Racaille, c'est la 180, en avance quand même, avec Piquet-Cou à la régie, notre camarade programmatrice de musique aussi, vous voyez, c'est les choisir, c'est pas ouais, j'étais au téléphone avec Serge qui émettait des réserves par rapport à la Nef, mais évidemment la Nef c'est une banque, donc bon, il disait qu'il fallait quand même se méfier de cette façade démocratique. Ouais.
Oui, oui, bien sûr. Non, non, mais ça, c'est incontestable. D'ailleurs, Piquet-Coup a elle-même émis des réserves en évoquant le crédit coopératif qui est adossé à Natexis, enfin qui est chapeauté par Natexis. Voilà. Donc, on va continuer cette petite émission avec Suzanne Valadon, Les escaliers de Montmartre. Oui, Les escaliers de Montmartre et c'est un bouquin de Michel Peramour. Que notre Jean a lu pour nous et dont il a tiré cet extrait. Dans ce roman en 2 tomes, l'auteur nous raconte le destin flamboyant de celle qui sera acrobate de cirque à 15 ans, mère naturelle de Maurice Utrillo à 18, modèle puis maîtresse de Puvis de Chavannes, de Renoir, de Toulouse-Lautrec, de Degas, avant de devenir le grand peintre que l'on connaît. À travers ce personnage fascinant, c'est toute l'époque qui défile, mythologie à nul autre pareil, du lapin agile au moulin de la Galette, du chat noir au moulin rouge, de la butte Montmartre aux places blanches et Pigalle. En dénouant avec lenteur les lanières de son carton, Maria s'inventa des origines mystérieuses, un exercice d'illusionniste qui lui était familier et dans lequel elle excellait. Degas ne perdait rien de son propos. Les mains à la tempe, le coude sur l'avant-bras du fauteuil, un petit sourire désarmant aux lèvres, il ne la laissa pas en finir avec sa fable. « Voyons vos dessins, dit-il. » Maria sentit son corps s'affoler. Elle déposa dessins et pastels sur la tablette devant le maître. Il prit délicatement les feuilles, une à une, les approchant de son visage, comme pour les flairer. « Veuillez m'excuser, dit-il, je vois de plus en plus mal. Ma myopie s'est aggravée depuis 10 ans, sans espoir de guérison. Peut-être quelques microbes attrapés en Louisiane. Certains jours, tout se brouille. Dans mes promenades, je dois porter des lunettes fumées car le soleil m'est pénible. Un drame pour moi, mademoiselle. » Tandis qu'il scrutait les dessins dont certains avaient été réalisés sur le papier ingre de Lautrec, Maria et Bartholomé échangeaient des regards interrogateurs. Elle se sentit prise d'un vertige lorsqu'elle vit les sourcils du maître se froncer comme sous le coup d'une déception. « Mademoiselle Valadon, dit-il d'un ton sévère, seriez-vous une fabulatrice ? Comment pouvez-vous prétendre qu'une autodidacte est l'auteur de ces dessins et de ces pastels ? J'ai peine à vous croire. Il y a là une maîtrise, une perfection dans le trait qui sont d'un artiste confirmé. J'exige la vérité avant d'aller plus loin. » Ce disant, il interrogeait Bartholomé de son regard de menthe glacée. Celui-ci s'éclaircit la voix pour déclarer « Maître, je me porte garant de mademoiselle Valadon. Je puis vous assurer que personne ne l'a conseillée ni guidée. Moi-même, qui la connais bien, je ne suis jamais intervenu, sinon par des jugements. Seule la fréquentation des peintres a été son école. Ses dispositions remontent à sa prime enfance. » Le nez sur un dessin au crayon compté représentant Maurice nu devant sa grand-mère au moment de la toilette de Gabougona. Difficile à croire, il y a une sorte de perfection dans ce dessin. Rien de superflu, et ce sens des volumes, terrible. J'achète. Plaît-il ? Dit Bartholomé interloqué. Je dis que j'achète ce dessin s'il est à vendre. Et celui-ci, si vous permettez. Ne soyez pas surpris, Paul. Je suis persuadé de faire une bonne affaire. Il ajouta en se levant d'un air solennel. Mademoiselle Valadon, je suis heureux de vous annoncer que vous êtes des nôtres. Voilà, un fabuleux destin, cette nana. Et sur ce bouquin, je vous assure que il faut vraiment que vous le lisiez. Suzanne Valadon, Les escaliers de Montmartre, est publié chez Robert Laffont. Vous pouvez commander ce livre auprès de la librairie Publico, 145 rue Amelot, à Paris dans le 11e, métro. Oberkampf, fille de Calvaire, en République, mais sans mon Jean qui d'habitude... Ça perd un peu de son punch. Ça perd de son punch. Un Paris, oui. Téléphone 01 48 05 34 08. Je répète, téléphone 01 48 05 34 08. Le site www.librairie-publico.com sur Radio Libertaire, et ça continue.
Voilà, difficile d'évoquer Montmartre sans Cora Vauquer et la complainte de la butte. Oui, c'est vraiment... Enfin, pour ceux qui connaissent Montmartre, c'est vraiment Montmartre. Quoi qu'on n'a pas écrit probablement de plus belles chansons sur Montmartre. Vous êtes toujours sur Radio Libertaire, je me plais à vous le rappeler, parce que que si vous atterrissez sans le faire exprès sur cette radio, que vous sachiez où vous êtes et de quelle émission il est question. C'est donc Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub. Vous êtes sur vous écoutez l'émission Art Racaille, avec Piquet-Cou à la régie, à la programmation musicale et à l'animation, elle fait tout. Notre hussard noir de la République, qui n'est pas là pour l'instant, et je pense qu'on le verra pas, mais il est retenu rue Sadi Carnot à Bagnolet, dans son atelier, par des oseaux qui doivent normalement lui remettre son rideau métallique en place, mais j'ai l'impression que c'est mal barré. Ça devait déjà être fait hier, c'était reporté aujourd'hui, mais bon, je vous passe les détails. Pour histoire de vie, histoire d'artiste, histoire d'un peintre de la butte, et c'est un ancêtre des peintres de la butte, puisque Georges Michel est né au XVIIIe siècle, à la fin, presque au milieu, en 1763, et il est mort en 1843. Il est à cheval sur les deux siècles, 18e et 19e. Né à Paris, il est le fils d'un employé des services administratifs des Halles. Georges Michel entre en 1775 comme apprenti chez un peintre de tableaux d'histoire. Oui, bon. Très vite, il comprend le caractère artificiel des toiles qu'on lui apprend à confectionner à la pelle. Et dès l'âge de 15 ans, c'est précoce, il commence lui-même à donner des leçons. Imaginez maintenant un gamin de 15 ans qui donne des leçons. Enfin bon, faut dire qu'ils étaient plus en avance malgré tout ce que les gamins ont maintenant à leur disposition. Je crois que au 18e siècle, pour certains en tout cas, ils avaient pris de l'avance. Poursuivi par ses créanciers, il se met au service d'un colonel de cavalerie, ce qui lui permet d'abord de gagner l'Allemagne, puis de passer en Suisse. Je vois pas très bien, enfin bon. De retour à Paris, il s'installe à Montmartre, qu'il est tout simplement le premier peintre de l'histoire à choisir comme lieu de résidence.
Oui, et c'est ça qui est très intéressant. Vous verriez ces paysages. C'est alors un village, oui, c'est ça. Il y a un peu plus d'un siècle, qui compte pas moins de 40 moulins. Imaginez, maintenant il y a le moulin de la galette bidon, là, ou le moulin à rouge, qui est un truc où on lève la jambe, mais des moulins, là, il y en avait 40 qui fonctionnaient, c'est-à-dire qu'ils faisaient de la farine. Voilà. Lui offrant, évidemment, une silhouette pittoresque, qui ne se lassera jamais d'exploiter, comme dans le très beau moulin de Montmartre, visible au Metropolitan Museum of Art de New York. Gagnant sa vie en restaurant des tableaux anciens pour des marchands comme le mari de Madame Vigier-Lebrun, ou encore pour le musée du Louvre. Il commence dès lors à pratiquer cette peinture qui va faire de lui un précurseur lointain mais indiscutable, non seulement de l'école de Barbizon, mais aussi de l'impressionnisme. Et notre Jean pèse ses mots, parce que c'est son petit bifton qui peut pas vous lire, donc il m'a chargé de le faire à sa place. Voilà. Peignant toujours d'après des croquis qu'il prend sur le vif, il s'efforce de traduire directement l'émotion que soulève en lui le spectacle de la nature. Et en cela, il est très proche, effectivement, des naturalistes et après des impressionnistes. Dédaignant les paysages mythologiques, ce qui était vraiment la mode à cette époque-là, ils n'avaient pas évolué depuis le Quattrocento, il choisit de peindre des moulins de Montmartre, les ternus et semi-désertiques de la butte, non mais imaginez, les ternus et semi-désertiques de la butte, ou comme dans la butte Montmartre et la plaine Saint-Denis, le tableau visible, lui, au musée Carnavalet. Il est à son aise dans les vastes espaces et aime à y circuler et aime à y faire circuler la lumière en de larges coulées romantiques, comme dans l'étonnant Orage sur la vallée de la Seine, visible au musée des Beaux-Arts de Lyon. Oui, c'est resplendissant. Ouais, c'est vraiment, sa technique, peut-être un poil trop molle à ses débuts, ça c'est mon genre, va devenir peu à peu étourdissante, c'est toujours mon genre, et s'orienter progressivement vers une ample distribution des zones ombreuses et claires, qui n'est pas sans rappeler la peinture de Jacob van Ruysdael, ou encore celle de Mender Obema. Oui, parce qu'il avait fait beaucoup de copies de peintres hollandais, etc. Bon. Mais il est aussi le seul peintre paysagiste français, à mon sens, dit Monjean, qui puisse parfois rivaliser avec Turner. Ça, je suis assez d'accord. Il appliquera cette technique avec autant de bonheur à des paysages moins tourmentés qu'il esquissera lors de courtes excursions loin de Paris, comme dans Environ de Chartres, c'est une peinture, visible au musée des Beaux-Arts de Bayeux. Grugé par un voyou passionné de son art, le baron d'Ivry, qui le fait passer pour mort afin de mieux se réserver l'exclusivité de ses toiles. Ouais, il y en a toujours eu, des gros escrocs comme ça. Georges Michel meurt totalement inconnu, à l'époque même où sa sincérité lyrique aurait dû attirer sur lui l'attention des défenseurs du paysage romantique et des premiers admirateurs de Corot. Bon, il y en avait un qui sévissait, Naon, là, un mec qui escroquait joyeusement les jeunes artistes, dont Combas et Di Rosa, à leur début. Si nombre de rapins n'hésitèrent pas à profiter de cet anonymat pour le copier sans vergogne, sans bien sûr se réclamer le moins du monde de son influence, il est aujourd'hui considéré comme le père du paysage moderne. Et c'est vrai, c'est encore Monjean qui me fait découvrir un zozo. Voilà, et c'est vrai qu'on peut dire, il a peint Montmartre, le Montmartre dont tout le monde rêve, quoi, le Montmartre d'avant, le Montmartre campagnard, voilà, que déjà les gens comme ceux qui vont venir après, là, dans les escaliers de Montmartre, connaîtront la fin. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà, alors vous pouvez retrouver tout ça sur http://aracaille.blogpost.com. Voilà, je rappelle encore le numéro du studio si vous voulez intervenir, le 01 43 71 89 40.
C'était Lucienne Delille qui interprétait Le Moulin de la Galette. Une belle voix aussi, Lucienne Delille, c'est curieux, mais moi je suis vraiment accro de cette époque et de ces mélodies. Oui, il y a quelque chose là-dedans qui est perdu maintenant. Bon, pas pour pleurer non plus. Hein. Mais j'ai pas vraiment. Ah oui, si, il y a Noir Désir, il y a des gens comme ça, mais je veux dire quand même, c'est un petit peu. Il y a Le Prestre, il y a on connaît d'autres, toi, Dominique. Ça ne vient pas tout de suite. Bon. Non, ça ne vient pas tout de suite. Voilà. Non, mais je pensais que Lucienne Delille, effectivement, il y avait quand même un décalage par rapport à Georges Michel au XVIIIe siècle, mais bon, ça rappelle ces moulins. Voilà, c'était quand même ce que je voulais un peu évoquer sur cette chanson, quoi. Oui, c'est bien les mélodies de la butte, quoi. C'est bien, enfin les mélodies de la butte, les mélodies de ce Paris mythique, maintenant mythique, quoi, qui a disparu. Si je vous dis Jeanne Avril, Yvette Guilbert, La Goulue, Aristide Bruant, Le Moulin Rouge, Le Moulin de la Galette, Le Divan japonais, vous pensez immédiatement à Toulouse-Lautrec. Henri de Toulouse-Lautrec, descendant en droite ligne des comtes de Toulouse. Ouais, une lourde hérédité, on peut le dire. Et nous vient à l'esprit l'image d'un bonhomme aux petites jambes, d'un peu plus d'1,50 m, qui parlait avec un cheveu sur la langue, des lorgnons et un chapeau melon en guise de couvre-chef. Vers sa 10e année, une maladie osseuse, due au mariage consanguin de ses parents, a stoppé la croissance de ses fémurs, fracturés lors de chutes de cheval. En 1881, il stoppe ses études et se consacre de plus en plus au dessin. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai pas pensé de donner les dates de Toulouse-Lautrec. Oh, bah écoute, on va pas en mourir. Hein. Bon, alors non, mais il est né en 1864, si on veut situer un petit peu sa vie. Donc il est l'élève de Léon Bonnat, puis de Cormon, chez qui il rencontre Van Gogh, Émile Bernard, Charles Laval, entre autres. À 20 ans, il s'affranchit de plus en plus de l'académisme et s'installe à Montmartre, au cœur de la vie nocturne. Il rencontre Bruant dans son cabaret Le Mirliton et en 1891 signe l'affiche qui le rend célèbre, Moulin Rouge avec la Goulue. Adepte et assidu des maisons closes, des cabarets et théâtres montmartrois, il peint les prostituées qu'il considère comme des modèles idéaux pour leur spontanéité gestuelle, qu'elles fussent nues ou à moitié habillées. Il peint leur vie sans moralisme. N'ayant pas besoin d'exécuter des œuvres sur commande, Lautrec choisit des sujets qu'il connaît bien ou des visages qui l'intéressent, et comme il fréquente des gens de toutes sortes, ses tableaux couvrent une vaste gamme de classes sociales. Nobles et artistes, écrivains, sportifs, médecins, infirmières et figures pittoresques de Montmartre. Voisin de palier de Suzanne Valadon, lorsqu'elle habitait rue Tourlac, elle fut son modèle et sa maîtresse. Des amours passionnés et une vie nocturne alcoolisée. C'est elle qui pose pour son tableau La Buveuse. L'œuvre de Lautrec est très vaste. Il est tout à la fois peintre. On a recensé à peu près 737 peintures et 275 aquarelles. Il est lithographe et affichiste, 369 œuvres. Illustrateur de chansons, dessinateur, environ 5000 dessins et passionné de photographie. Il s'est d'ailleurs essayé au trucage photographique en se représentant des doublés, à la fois peignants et posants. La photographie l'aide à saisir la vie, et il dit encore « Je ne veux pas faire beau, je veux faire vrai ». Affichiste, il immortalise la Goulue, Yvette Guilbert, Jeanne Avril, May Belfort et de Milton. Lautrec, mais il fait aussi des affiches pour des frontispices de livres, tels Babylone d'Allemagne, pour certains artisans comme le photographe Sesco, ou sur le monde du cyclisme avec la chaîne Simpson. Il faut que l'affiche s'impose à l'intention des gens par des effets irrésistibles. Il apprend donc à supprimer le détail superflu et il réduit le spectre des couleurs au jaune, au rouge, au bleu et au noir. Le modelé disparaît pour des fonds de couleurs en aplat. Alcoolique pendant la plus grande partie de sa vie d'adulte, il avait coutume de mélanger à son absinthe quotidienne du cognac, au mépris des convenances de l'époque. Il entra dans un sanatorium peu avant sa mort à Malromé, la propriété de sa mère, à la suite de complications dues à l'alcoolisme et à la syphilis à près de 37 ans. Il meurt aux côtés de sa mère, de qui il est resté très proche toute sa vie. Après sa mort, Maurice Joyand, son ami intime, son protecteur, marchand de tableaux, voulut mettre en valeur son œuvre avec l'accord de la comtesse de Toulouse-Lautrec et ils donnèrent les fonds nécessaires pour qu'un musée soit créé à Albi, ville où naquit l'artiste. La comtesse Alphonse de Toulouse-Lautrec et Maurice Joyand offrirent leur superbe collection de tableaux au musée Toulouse-Lautrec d'Albi. Donc on peut voir des toiles de Toulouse-Lautrec au musée d'Orsay, au musée d'Albi,
Et si on va voir quelques représentations, bon, parfois qui peuvent être un peu caricaturales de Toulouse-Lautrec, il y a le film Moulin Rouge qui est sorti en 2001 de Baz Luhrmann. Et également un film qui s'appelle Lautrec de 98 qui était réalisé par Roger Planchon. Oui, et concernant le musée d'Albi, pour y avoir été, je peux vous dire que déjà la ville d'Albi c'est pas mal du tout, et que le musée effectivement, enfin c'est comme ces musées de province, c'est-à-dire que c'est pas, vous en prenez pas plein la gueule, quoi. C'est tranquille, et puis voilà, vous avez le temps de vous poser pour regarder, pour vous imprégner de l'œuvre de cet artiste que j'ai beaucoup aimé quand j'étais beaucoup plus jeune, mais maintenant j'ai un regard un peu plus différent sur son œuvre, quoi. C'est, voilà, j'ai découvert d'autres artistes peut-être plus proches de ma sensibilité que Toulouse-Lautrec. Mais c'est vrai que c'est quand même quelqu'un qui était peut-être pour moi trop flamboyant, quoi. Il y a quelque chose chez lui, il y a une espèce de comment ça, d'habileté, de facilité de travail qui me, voilà, les gens qui travaillent un peu trop facilement, moi ça me ça me fatigue un peu. Bon, mais ça n'empêche pas que je me sens un petit peu un ver de terre en train de critiquer le corbeau qui est en train de le bouffer, mais bon, non, c'est quand même un grand artiste, il mérite d'être reconnu comme il l'est, il y a aucun souci, mais moi je suis un peu moins dithyrambique que j'ai pu l'être à un moment de ma vie envers son œuvre. En tout cas, là, il avait quand même un peu sa place dans l'évocation de Suzanne Valadon. Tout à fait. Ah non, absolument. Puisque c'était un grand amoureux. Voilà. Et puis c'était quelqu'un qui était probablement très gentil, qui dépensait l'argent de son héritage, bien que sa mère soit toujours vivante. Mais bon, il avait de l'argent, il en faisait profiter tout le monde. Voilà. Il vivait évidemment, pratiquement, au lieu de vivre à l'hôtel, il vivait dans une maison close qu'on appelle plus communément un bousbir ou un bordel, et voilà, et il vivait avec les filles qui travaillaient dans ces lieux, voilà, et il les aimait beaucoup, mais d'un vrai amour, d'une tendresse en même temps, et voilà, et il sautait ses modèles comme, pardonnez-moi l'expression un peu triviale, mais comme tous les rapins le faisaient à cette époque-là. Maintenant c'est moins courant puisque il y a peu de rapins qui travaillent sur le nu, le modèle vivant, etc. Mais bon, il y en a encore quelques-uns quand même. Et ça doit être comme dans les ateliers de cette époque-là. Bon, il y a une certaine intimité qui se crée entre le modèle et le rapin. Oui, je crois même qu'il prêtait son atelier à Suzanne Valadon quand il partait l'été, effectivement, dans le sud, et je crois qu'il lui laissait son atelier. Suzanne Valadon. Et là, vraiment, moi, je découvre le bouquin, c'est un 2 tomes, là, dont on vous a parlé tout à l'heure, le bouquin de Michel Perrin-Moore. Et il y a la conservatrice du musée Le musée Montmartre. Le musée Montmartre, qui est une spécialiste de Valadon, qui disait qui nous a communiqué, enfin, un petit rectificatif sur les amants de Valadon, disant que Puvis de Chavannes n'avait jamais été son amant. Oui, on s'en tape un peu qu'il a été ou pas son amant. Ce qui nous intéresse, c'est surtout l'œuvre de cette femme à une époque où c'était pas gagné, et surtout une fille encore comme Rosa Bonheur, une femme comme Rosa Bonheur, elle venait d'un milieu, son père était lui-même peintre, etc., d'un milieu bourgeois, tandis que Valadon, elle venait vraiment du fond d'un milieu populaire. Et elle a jamais fait les beaux-arts, mais elle a appris toute seule. C'est extraordinaire, c'est une vie, elle donne envie de pleurer. Voilà. Parce que tout le monde avait du mal à croire. Apparemment, Degas n'était pas le seul à mettre en doute le fait qu'elle soit pas passée par l'académie. Non, c'est absolument extraordinaire. Mais on l'évoquera dans 15 jours, en fait. On fera un petit billet plus long quand on fera notre émission Rue des Génies 2. On évoquera Suzanne Valadon un peu plus en détail. Bien sûr. Tous les soirs au Moulin Rouge, pour quelques fripons fripés, je tourne dans ma robe rouge, à côté du désossé, c'est le descendant direct de la môme caoutchouc et du Valentin de Lautrec, plus désossé qu'un bout de mou, avec une souplesse d'anguille, véritable invertébré. Il saute en jetant la quille devant le dîner attablé. Je voudrais qu'il soit ma moitié depuis qu'il m'a dit je t'aime, même s'il n'est plus tout entier, qu'il n'en reste qu'un huitième. Os par os, fils des os,
la gueule. Tous les soirs au Moulin Rouge, pour quelques grisons grisés, je tourne dans ma robe rouge, à côté du désossé. On tressaute comme des barcasses, et quand je crie sur Offenbach, faut voir comme ils décarcassent les talons jusqu'au callback. On exécute le quadrille et la série des battements, le grand écart sans coquille qui vous ferait crier « Maman !» Il ne perd pas que des osselets, le cancan vire au carnage, au balai, olé, olé, quand une couille tombe dans le potage. Os par os, ils se désossent, ils se dispersent mon puzzle. SOS, pièce par pièce. Mon amour se casse la gueule. Mais ce soir au Moulin Rouge, je me moque des nippons nippés. Seul je pleure dans ma robe rouge l'absence du décalcifié. C'est-y dans les catacombes qu'il a fini par se casser, parmi les tibias sans nombre et les crânes des trépassés. Aurait-il perdu la tête pour une belle anthropologue qui détaillerait son squelette dans les pages d'un catalogue? Si vous rencontrez l'artiste dans la brume ou le train fantôme, dites-lui combien je suis triste. Dites-lui de revenir à Tôme. C'était Lou Saint-Agne qui interprétait Le Désossé. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste. Sans Dieu, sans maître, sans pub, Arracaille. La numéro 180 avec notre Piquet-Cou à la régie, à la programmation musicale, à l'animation. Vous en êtes rendu compte, comme nous, je pense. Vous pressentez l'avenir pour nous. Ouais, nous aussi, on le pressent. Bon. On va continuer avec aussi un artiste qui a passé du temps sur la butte, mais qui était à cheval, si on peut dire ça comme ça, sur la butte et sur Montparnasse. Je veux parler du camarade Amédée Bottigliani. Oui, vous savez, une légende, mais les légendes sont pas toujours... ce sont des légendes, justement, et ça enfin, je vais vous en parler plus tard. Né le 12 juillet 1884 d'une famille juive de Livourne, d'un homme d'affaires ruiné, et non d'un banquier, comme la légende le dit, et d'Eugénie Garcin. Il a eu une enfance pauvre, tout à fait relative, marquée par la maladie, et à 14 ans d'une attaque de typhoïde, puis d'une tuberculose. Il était gâté dès sa petite enfance. En 1898, son frère Emmanuel est condamné à 6 mois de prison pour anarchisme. Oui, il y avait des anarchistes en Italie à cette époque-là. Voilà. Et bah oui, il y en a toujours d'ailleurs. C'est un pays qui en a fabriqué des fameux. Il fréquente la Scuola Libera di Nudo de l'Accademia di Belle Arti à Florence, dirigée par Giovanni Fattori, le chef de file des Macchiaioli. Non, c'est pas de l'huile d'olive, c'est pas une salade, c'est un mouvement artistique et l'Institut des Arts de Venise en 1906. Puis il se carapate à Paris, donc à cette époque-là, et il se retrouve au bateau Lavoir, un phalanstère, ou enfin c'est un mot savant pour dire, c'était un squat, pour prolétaire de Montmartre. Influencé par Toulouse-Lautrec,
Il s'inspire aussi de Paul, dont on vient d'évoquer une petite bribe de sa vie. Il s'inspire aussi de Paul Cézanne, mais aussi du cubisme qui frétille à cette époque-là, et de la période bleue de Picasso. Enfin, tous les artistes sont de toute façon influencés par leurs contemporains, si ceux-là sont un peu originaux. Il ne retouche, mais alors une particularité du père Amédéo, c'est qu'il ne retouche jamais ses tableaux. Il peint tout en une journée. S'il n'a pas fini, c'est fini pour le tableau aussi. Et ceux qui ont posé pour lui disent que c'était comme avoir son âme mise à nu. Ils exagèrent peut-être un peu, enfin bon. En 1909, il fait un court séjour à Livourne, malade et usé par son mode de vie parisien. Il faut dire que oui, il biberonnait pas mal avec son camarade du trio et avec Soutine, mais Soutine biberonnait moins quand même parce qu'il était malade de l'estomac et ça lui faisait mal de biberonner. Par contre, avec son pote du trio, tous les deux, voilà, ils en ont fait vraiment des sérieuses. Il revient à Paris après ce séjour à Livourne pour se reconstituer un petit peu une santé suffisante. Il revient à Paris et crèche à ce moment-là à Montparnasse. Vous voyez, quand je vous disais, bon, Bateau Lavoir, Montparnasse, bon, c'est pas tout à fait le même coin de Paris. Il y en a un sur rive droite, l'autre sur rive gauche. Il se considère comme sculpteur plus que comme peintre, se consacrant à cet art après que Paul Guillaume, un jeune négociant, lui ait présenté Constantine Brancucci. Oui. Il découvre l'art nègre et cambodgien, c'est un peu, même Picasso a découvert l'art nègre, c'est de là qu'est venue ces séries Les Demoiselles d'Avignon. Une série de ces sculptures est présentée au Salon d'automne en 2012, voilà, qui a eu un certain succès, mais sa mauvaise santé, c'est pour être sculpteur, quand même, quand on tape dans la pierre, il faut mieux être en bonne santé. Les poussières, donc, créées par la sculpture dans la pierre, quoi. L'épuisement aussi, lui fait abandonner cette voie, donc, de sculpteur, et l'oblige à se consacrer à la peinture. Et ça, c'est un déchirement pour Modigliani. On le sait peut-être pas assez, mais lui, il voulait vraiment sculpter, quoi. Il a fait les quelques sculptures qu'on a récupérées, enfin, qui sont encore, visible de lui, c'est vraiment intéressant. Et c'est pas très loin d'ailleurs de sa peinture. Voilà, il fait le portrait, alors bon, pour vivre, il fait le portrait des habitués de Montparnasse comme Soutine, Diego Rivera, Juan Gris, Léopold Sauvage, Max Jacob, Blaise Cendrars, Fujita, Cocteau, Radiguet. Voilà, maudit pour ses amis Amédéo et pour les femmes Amédéo, séduit les femmes. Oui, c'est bon. C'est un beau mec quand même. Béatrice Hastings entre dans sa vie. Ça n'a pas été le meilleur pour lui parce que elle l'encourageait à picoler. Elle est 2 ans son modèle pour plusieurs portraits comme Madame Pompadour, entre autres. Bon, sous l'effet de l'alcool, c'est un doux euphémisme. Il est maussade et violent. Bah, c'est le cas de beaucoup d'alcooliques. À jeun, il est gracieux, timide et charmant, citant Dante Alighieri et récitant des poèmes du comte de Lautréamont, les chants de Maldoror, que c'est pour ceux qui n'ont pas encore lu cette espèce de comète dans la littérature française. Enfin, je n'ai pas de conseils à donner, mais il pourrait y passer un bon moment. En 1916, il se lie avec le poète marchand d'art polonais Leopold Zborowski et sa femme Anka. Oui. Là aussi, il y a la légende, puis il y a la vérité. Voilà. Les uns disent que Zborowski était un mec fabuleux, d'autres qui disent que c'était un putain de marchand, quoi. Bon, c'est peut-être entre les deux. L'été suivant, le sculpteur russe Shana Orloff lui présente Jane Ebuterne. Alors moi, j'ai longtemps cru que c'était une Anglaise avec un blaze pareil. Et puis non, c'est une étudiante de 18 ans inscrite à l'Académie Colarossi et qui a posé pour Fujita. Ça fait quand même un petit curriculum. Lorsque la famille de Jeanne apprend sa liaison avec celui qu'elle considère comme un débauché, une épave, elle lui coupe les vivres. Ah oui, les parents à cette époque épique, ça n'a pas beaucoup changé. Voilà. Leurs relations très orageuses deviennent bientôt encore plus célèbres que le comportement de Modigliani ivre. Oui, enfin dans la légende, on parle pas des moments difficiles qu'ils vivent ensemble, quoi, parce que quand on connaît un peu le comportement de Modigliani, enfin d'un alcoolique tout court, ça ne devait pas être tous les jours rose, avec le manque de pognon, etc., etc. Bon. Les appartements crades, bref. Le 3 décembre 1917 a lieu son premier vernissage.
Ouais, ça fait quand même, c'est pas tout jeune quand même. Ah bah si, parce que comme il est mort jeune, oui. L'exposition est fermée aussitôt pour indécence par la préfecture. Voilà, ça c'est assez légendaire, parce que c'est nu en vitrine de la galerie montrait, je vous le donne, pour la première fois, je vous le donne, des poils. Vous imaginez maintenant ce qu'on montre dans les vitrines. Bon, à cause de sa santé, il déménage à Nice avec Jeanne, qui accouche fin 1918 d'une fille prénommée Giovanna. Voilà, Giovanna, oui. En mai 1919, il retourne à Paris. Sa santé se détériore rapidement. N'ayant pas entendu parler de lui depuis plusieurs jours, Manuel Ortiz de Zarrat le trouve délirant dans son lit, tenant la main de Jeanne enceinte d'9 mois. Le docteur ne peut que constater son état désespéré. Il meurt d'une méningite tuberculose le 24 janvier 1920. Ses funérailles sont suivies par la communauté artistique de Montmartre et Montparnasse. Jeanne Buterne, qui avait été conduite chez ses parents, se donne la mort en se jetant d'une fenêtre du 5e étage, 2 jours après le décès de son Modigliani. Leur fille orpheline, Jane, non je dis Jane parce que je serais 1918-1984, sera adoptée par la sœur de Modigliani à Florence. Adulte, elle écrit une biographie importante de son père intitulée Modigliani, homme et mythe. Et là, vraiment, moi je l'ai lu. Elle est assez difficile à trouver. Hein. C'est Piquet-Coux qui l'a trouvée dans une bibliothèque, la bibliothèque de Paris. De Montreuil. De Montreuil. À Montreuil, ils ont une bibliothèque géniale. On a de la chance. Ils ont tout à Montreuil. Oui, enfin, on va dire, oui. C'était une municipalité pendant très longtemps, et donc on sait que les cocos, malgré que ce soit des cons, pour la plupart, ils ont quand même un penchant pour la culture assez prononcé. Et dans les municipalités communistes où j'ai pas mal travaillé, je dois dire que pour la culture, ils sont gâtés au moins pour ça. Voilà. Donc même les communistes, s'ils avaient été plus intelligents, ils auraient pas forcé sur la culture, parce qu'une fois que les gens commencent à en avoir dans la tête, ils peuvent critiquer, ils peuvent se rendre compte de leur turpitude. Ils se sont rendus compte de leur turpitude, puis ils ont viré. Voilà. C'est ce qui arrive quand on veut que les gens apprennent des choses et s'en mettent plein la tête. Bon, oui, cette biographie de la fille de Modigliani, c'est, enfin, moi je préfère la légende pour tout dire. C'est bien de la lire, hein, parce que bon, si vous aimez vraiment le travail de Modigliani, ça va pas vous faire trop descendre, mais quand même, je pense que les légendes, elles font partie de l'œuvre. C'est l'œuvre et la légende, ça se bâtit ensemble, etc. Et ça fait un tout qui nous fait rêver, quoi. Quand on lit la biographie de Modigliani par sa fille, on rêve pas du tout. C'est d'abord l'écriture, c'est morne, c'est sans style, c'est presque une autopsie, quoi. C'est de la médecine légale en quelque sorte, quoi. Voilà, c'est aussi enthousiasmant. Mais enfin, elle semble dire des choses justes. Elle remet les choses à leur vraie place, enfin elle tente de le faire, parce que c'est quand même assez difficile. Les témoignages, et les témoignages d'artistes qui sont tous un peu... Bon, ça fait partie de leur légende aussi, donc ils aiment pas trop la dégommer. Enfin, elle a quand même les courriers de son père à sa mère, etc. Et puis elle est revenue, je crois, il y a eu des corrections, le livre a été revu, en fait. Revu, oui, il y a eu des ajouts, etc. Il y a eu une nouvelle édition, mais toujours très difficile à trouver, je dis. Et voilà, si vous voulez la lire, allez à Montreuil, si vous le pouvez. Si vous êtes en province, c'est plus difficile, mais des fois en province, il y a des trésors, comme ça on retrouve des bouquins qu'on trouve nulle part ailleurs. Il y a une réédition, je crois, mais illisible. Enfin, c'est des trucs, vous savez, c'est des mecs qui font des rééditions comme ça, qui ont très mal imprimé. Bon, voilà. En tout cas, Modigliani n'était pas ce que la légende dit, mais personnellement, je préfère la légende à la vérité. Mais si on veut rester dans la légende, on peut regarder le film de Jacques Becker de 58, Les Amants de Montparnasse. Les Amants de Montparnasse. On avait déjà un petit peu parlé à l'antenne. Nous, on a beaucoup aimé. Jean était beaucoup plus réservé par rapport à ça. Mais bon, Anouk Aimée dans le rôle de Jeanne Buterne, Gérard Philippe dans le rôle de Modigliani. Ouais, c'est mieux que le Modigliani qu'ont fait les Américains avec je sais plus quel acteur. Voilà, bref, c'était le Modigliani américain, c'est vraiment une tarte à la... Enfin, c'est un truc américain, quoi. Et là, ils ont pas fait fort, hein.
infini vertige qui m'attire, me chavire en d'étranges méandres. Maudit, maudit, l'incertain voyage de passages à péage vers d'autres rivages. Tout au fond de l'atelier, sous la fenêtre éclairée, debout immobile, Jeanne me regarde. Maudit, au bout de mon pinceau, le silence des regards sur les corps obliques et pâles. Maudit, maudit, ce reflet éphémère qui s'éhanche sur la toile en vapeur d'éther. Et dans l'atelier glacial, assise à mes côtés, la fiancée de mon âme, Jeanne, se tait. Jeanne est seule désormais. Il traîne sur le chevalet un portrait inachevé. Maudit, maudit, mamma mia cara. Maudit, maudit, non ti dimentico. Voilà une belle voix de femme, Zanny Boni, qui interprétait Maudit. Vous êtes toujours sur Radio Libertaire, l'émission à Racaille, avec tout de suite notre pique-écoute, et sans l'autre gens qui viennent nous envoyer des textos nous disant que décidément il ne viendrait pas, on le regrette beaucoup. Vous voyez, l'émission quand même, une autre tonalité sans lui, c'est un peu tristouné, mais enfin bon, on assure quand même. Ouais. On a 1h30 d'émission, il faut qu'on l'occupe. Voilà, alors Dominique Piquécou, alias Piqueux, va vous parler des expos à ne pas manquer dont notre Jean a fait à relever, à ne pas manquer surtout, c'est ce que je répète à chaque fois. Donc surtout celle qui est complètement en phase avec notre émission, autour du Chat Noir, au musée de Montmartre, à 12 rue Cortot, dans le 18e arrondissement. Il n'y a pas ou pas eu que le Moulin Rouge à Montmartre. Le musée de la Butte nous dévoile actuellement les coulisses du Chat Noir, ce cabaret du siècle dernier qui fit tant parler de lui grâce aux artistes et écrivains qui venaient y converser. Édouard Vuillard, Claude Debussy, mais aussi Émile Coll et Henri de Toulouse-Lautrec participèrent à l'âme de cet espace si inhabituel. Il faut signaler que le cabaret du Chat Noir fut le premier à disposer de l'autorisation de jouer du piano, ce qui attira grand nombre de musiciens. Le Chat Noir avait été créé par Rodolphe Salis en 1881. Ce n'était pas un cabaret prévu pour le divertissement, mais pour la culture, à l'image des salons philosophiques des Lumières où se côtoyaient les penseurs. Au Chat Noir, on coudoie les hommes les plus illustres de Paris qui s'y rencontrent avec des étrangers venus de tous les points du globe. Malgré sa disparition dans les années 20, le Chat Noir témoigne encore de l'attrait artistique pour le quartier mythique de Montmartre. Il est gravé dans la mémoire collective. Oui. Alors ce qu'on peut ajouter, c'est que justement la conservatrice du musée Montmartre nous disait qu'au premier étage de ce musée, il y avait encore l'appartement que Suzanne Valadon avait habité avec son fils Outrio.
Donc deuxième expo, mais ça on a déjà un petit peu parlé, c'est donc le musée de Toulouse-Lautrec à Albi. Donc on peut repréciser l'adresse, le palais de la Berbie, place Saint-Cécile, donc à Albi, ouverture d'avril à septembre. Et moi, je voudrais rajouter une troisième exposition quand même, c'est celle d'un de vos animateurs préférés, notre Robert, qui expose son travail à partir de jeudi, donc un jeudi 22 novembre à partir de 19h. On peut aller voir son travail au 65 rue Sadi Carnot à Bagnolet, donc dans la galerie L'Atelier, le lieu où notre Jean est actuellement bloqué. Oui, je me permets de vous rappeler que vous n'êtes pas du tout obligé de vous bouger. Et sans être obligé, ils peuvent venir voir ce qu'un de nos animateurs préférés. Si vous n'avez rien d'autre à faire. Oui. Si vous voulez, surtout si vous voulez connaître Bagnolet, cette rue-là, bon. Il faut y aller pour comprendre. Et tout de suite, les annonces trad concernant les œuvres de la Fédération anarchiste. 3 œuvres. La radio que vous écoutez en ce moment, Radio Libertaire. La Librairie République ou Librairie du Monde Libertaire, dont Jean vous parle tous les mardis dans son papier. Et puis aussi, excusez-moi, je ferme ça tout de suite. Voilà, désolé. Compte téléphone portable, je déteste. Je sais pas pourquoi je me suis acheté un truc pareil. Bon, et puis Le Monde Libertaire, le magazine de la Fédération anarchiste. Voilà, ce sont les 3 œuvres chéries de la Fédération anarchiste. En tout cas, nous on les aime. La radio, une petite association qui est en charge de cet espace d'expression, de cet espace de liberté, mais qui a besoin évidemment de votre concours, non seulement pour l'écouter, c'est très important d'écouter, mais pour ceux qui le peuvent, de nous soutenir financièrement en prenant la carte d'auditeur qui coûte 20 €. Voilà, il y a la carte d'auditeur, vous pouvez aussi devenir ami de Radio Libertaire, donc de cette association, et aussi il y a une souscription à partir de 5 € par mois qu'on peut soutirer de votre pléthorique compte bancaire. Enfin, pour ceux qui en ont, il y en a de moins en moins, je pense. Bon, voilà, il y a 3 manières donc de nous soutenir, ou une des 3, ou les 3, ou évidemment, mais la plus importante, c'est de nous écouter. Déjà, c'est déjà pas mal de nous écouter, puis peut-être de parler de cette radio si vous l'aimez autour de vous. Et puis donc la Librairie Républico, je rappelle qu'on vous en parle tous les mardis à propos des livres qu'on propose ou dont on a tiré des extraits pour vous en faire part, enfin pour vous intéresser aux œuvres à découvrir. Et la Librairie Républico, 145 rue à Paris, métro Oberkampf du République. Tiens, vous pouvez y aller en métro, à pied ou en autobus. Voilà, vous entrez, à votre droite, il y a le petit bureau où sont alternativement Laurent et Max, nos valeureux permanents, l'âme de cette boutique, les âmes de cette boutique, enfin ils l'animent en tout cas, de toute leur force, ils la font vivre, sans compter leur temps et leur peine, voilà, vraiment deux camarades, des vrais militants, enfin des vrais ou des faux, non, des militants de notre fédération, qui peuvent, si vous avez, on a rencontré ce matin en distribuant Le Monde Libertaire dans le métro, une dame qui nous a demandé, oui, qui trouvait que, voilà, elle voulait des renseignements sur la librairie, alors on lui a dit, écoutez, vous y allez, puis vous parlez avec un des 2 permanents qui sera là, Laurent Oumar, on lui a un peu expliqué. Voilà, vous pouvez faire comme cette dame ce matin. Vous ne nous verrez pas dans le métro, mais si vous nous écoutez, et voilà, surtout pour acheter des bouquins, parce que c'est une librairie quand même. Et comme toutes les librairies de cette taille, petite librairie indépendante ou associative, elle a beaucoup de difficultés pour boucler, comme on dit, les fins de mois, mais ça c'est pas inhérent à cette librairie anarchiste, c'est inhérent à toutes les librairies, même les grandes, pas que les petites. Les librairies ont des difficultés, puisque bon, les gens lisent moins, il y a la concurrence effrénée de la télévision, des gratuits, de toutes les choses qui sont à disposition des gens pour moins cher, et on peut comprendre que ça a une incidence sur les ventes, mais quand même, c'est terrible de penser que des lieux de vie comme ça pourraient disparaître à cause de la thune, quoi. Voilà, c'est des services publics avant tout, parce que ils sont là pour vous aider, enfin en tout cas pour favoriser la lecture, pour favoriser la découverte d'œuvres
bien sûr, chez nous, c'est d'abord des œuvres sur l'anarchie, évidemment, mais pas que ça. Il y a aussi de la littérature générale. Il y a une presse révolutionnaire, une presse alternative. Enfin, il y a aussi partie musicale avec les musiques que l'on aime dans notre petit microcosme là. et puis toute la bimbeloterie de t-shirts, sweatshirts, etc., qui permet de faire un peu de gras à la librairie. Voilà. Donc ça serait bien si vous y alliez. Le vendredi, presque tous les vendredis soir, aussi en fin d'après-midi, il y a des gens qui viennent parler, des auteurs, des cinéastes, il y a une exposition de peinture en ce moment, et de dessin. Enfin voilà, ça vit aussi comme ça, vous pouvez y aller, c'est gratos. Vous pouvez rencontrer vraiment des gens qui comptent dans la vie intellectuelle. Et puis, pas seulement, il y a aussi des militants anarchistes qui viennent. Voilà, et vous pouvez passer une petite soirée sympa, il y a toujours des petits trucs à grignoter. Et aussi souvent le samedi soir, moins souvent que le vendredi, mais aussi le samedi, ça peut se faire. Voilà. Et puis le Monde Libertaire, le magazine de l'hebdomadaire de la Fédération anarchiste, qui paraît toutes les semaines dans les kiosques d'élite de la capitale, mais aussi que vous pouvez trouver en dépôt de presse à la Librairie Publico, et vous y abonnez aussi à la Librairie Publico. Comme à la Librairie Publico, j'ai dit que vous pouviez prendre la carte d'auditeur, vous pouvez postuler pour être membre de l'association des amis de Radio Libertaire, verser, avoir un chose sur votre compte tous les mois pour la radio. C'est un peu ça, le Monde Libertaire aussi. Vous pouvez faire des dons, si vous voulez. Il y a des gens qui font des dons tous les mois. Il y a un petit récapitulatif dans le magazine. Voilà. Alors dans le Monde Libertaire, des textes militants, bien sûr, parce que c'est le journal de la Fédération anarchiste d'abord, et puis aussi des textes de non-militants, de gens qui sont sympathisants de notre mouvement, de notre pensée en tout cas. Voilà, ça peut être des plumes connues, moins connues, mais il y en a des vraiment pas mal. Et puis des cartoonistes qui mettent un peu de vie dans tout ça aussi, de couleur en tout cas, de mouvement, comme peuvent le faire des bonnes images. Et puis voilà, j'ai fait le tour. Donc le Monde Libertaire, vous pouvez. Alors évidemment, l'idéal c'est que vous vous abonniez, mais bon, vous pouvez en tout cas l'acheter soit dans quelques kiosques de la capitale, soit à la Librairie Publico où il y a un dépôt de presse. Ouais, je crois que j'ai fait le tour. Je vais peut-être passer vite la parole à Dominique pour justement ces fameuses soirées à la Librairie Publico. Alors la prochaine soirée, vendredi 23 novembre, à partir de 19h30, une soirée vidéo, Evening Lang, un film de Peter Watkins. Nous sommes à la fin des années 70. Une grève éclate dans les docks de Copenhague contre la destruction de 4 sous-marins. Les ouvriers protestent contre le gel des salaires conclu par la direction pour remporter le contrat, mais aussi contre l'équipement des bateaux en missiles nucléaires. En dénonçant la brutale répression policière danoise et les violentes tactiques antiterroristes, ce film participe de la veine sociale et politique de Peter Watkins. À sa sortie en 1977, le film traitant de sujets politiquement sensibles a été vivement critiqué et n'a plus été projeté depuis. Donc, bonne occasion d'y aller. Comme beaucoup de films de Watkins. Voilà. Donc, après, samedi 24 novembre, à partir de 16h30, à l'initiative des Chroniques Rebelles, projection et présentation du film In Prison My Whole Life sur l'affaire Mumia. Pourquoi certains Américains sont-ils déterminés à éliminer les leaders de la cause noire ? Ah bon, on se le demande. Hein. Voilà, donc sinon je voulais préciser que mardi prochain, Jean et Robert ne seront pas là, donc je serai toute seule dans le studio. Et pour rester dans l'esprit de notre Suzanne Valadon et de ce Montmartre du 19e siècle, je repasserai en rediffusion l'émission que nous avions fait au début de l'été sur Stenlen. Voilà, merci beaucoup de nous avoir encore une fois écoutés ce matin. On vous souhaite une bonne semaine et à bientôt. Et notre Jean, vous avez pu remarquer qu'il n'était pas là, que c'est un peu tristounet. On se rattrapera dans 2 semaines. Voilà, je termine avec la chanson Le Chat Noir de Suzanne Robert.